Sous le mur nord du fort de Thuyen Quang, la terre s'est soulevée. Une mine chinoise, creusée sous le rempart pendant des semaines et bourrée de poudre, venait de partir aux premières lueurs du jour. L'explosion a projeté la pierre et les poutres brisées à travers la cour intérieure et ouvert dans la maçonnerie une brèche large comme une section. À travers la poussière encore suspendue sur la pente en contrebas, l'infanterie du Yunnan montait déjà vers l'ouverture. Elle est venue à la brèche en masse, bannière au-dessus des têtes, tambour réglant la cadence, des milliers d'hommes contre un trou tenu par quelques dizaines. La garnison comptait 619 hommes en tout. 2 compagnies de la Légion étrangère en formaient environ 400. Le reste, c'était des tirailleurs tonkinois, des fusiliers levés dans le nord du pays, avec une petite équipe de sapeurs et d'artilleurs. Dehors se tenait l'armée du Yunnan, de la Chine impériale, 12 000 soldats réguliers, et avec eux les combattants des pavillons noirs de Liu Yongfu. Pavillons noirs compris, la force qui cernait le fort atteignait jusqu'à 24 000 hommes. Thuyen Quang se dressait seul sur la rivière Claire, le Songlo, à plus de 100 km au nord de Hanoï, loin en amont de toute colonne française capable de l'atteindre vite. Le secours le plus proche était à des semaines de marche à travers un pays tenu par les Chinois. Le commandant à l'intérieur, le chef de bataillon Marc-Edmond Dominé, n'avait pas de route de sortie ni aucun moyen de hâter l'arrivée des renforts. Il avait des murs, des hommes, des cartouches comptées à la caisse et une rivière dans le dos. Tout ce qui dépassait le rempart appartenait à l'armée massée sur la pente. Depuis plus d'un mois, ces assiégeants travaillaient le sol comme des ingénieurs. Ils creusaient des sapes, des tranchées d'approche couvertes vers les murs et poussaient des galeries sous les fondations pour les bourrer de poudre, leur terrassement abritant les pièces du feu du fort. Chaque mine qui partait ouvrait une brèche neuve et chaque brèche amenait un nouvel assaut sur les décombres. À l'intérieur du mur, 8 sapeurs français commandés par le sergent Jules Bobillot creusaient en sens inverse, fonçaient des contre-mines et écoutaient à travers la terre le grattement des pics chinois qui venaient à leur rencontre. La poudre sous le mur nord avait fait son office et la brèche restait ouverte. La poussière flottait encore sur la pierre éclatée dans la lumière du matin et l'odeur du salpêtre tenait au fond de la cour. Sur les décombres, les légionnaires se mettaient en place, fusils gras épaulés, l'ordre passant le long de la courte ligne. Derrière eux, les tirailleurs tonkinois rechargeaient et comblaient les vides à mesure que les premiers coups partaient. En dessous, la masse du Yunnan était à mi-pente et montait toujours, tambour et gong réglant le pas. Personne sur le mur ne savait combien de temps tiendrait ce qui restait de pierre. La guerre qui les avait mis sur ce mur s'était ouverte sur le Tonkin. La France voulait le nord du Vietnam et les routes fluviales qui menaient vers le sud de la Chine, et l'Empire Qing voulait l'en chasser. Tout au long de 1884, les deux camps se sont battus de haut en bas du delta du fleuve Rouge, et la France a poussé des postes vers le nord, le long des voies d'eau, pour tenir ce que ses colonnes avaient pris. Thuyen Quang était le plus avancé de ces postes, un petit fort fortifié placé pour couvrir les abords et surveiller la frontière chinoise. Le 24 novembre 1884, les troupes chinoises ont fermé les routes autour de lui et l'ont coupé du reste de l'armée. Les hommes qui venaient pour le fort avaient un passé. Les pavillons noirs de Liu Yongfu étaient les mêmes irréguliers qui saignaient les colonnes françaises au Tonkin depuis 10 ans, ceux qui avaient fait tomber Francis Garnier en 1873 et Henri Rivière 2 ans avant ce siège. Derrière eux se tenait maintenant l'armée du Yunnan, troupe régulière de l'Empire chinois avec des fusils modernes et des pièces de campagne. Ensemble, ils avaient le nombre, l'artillerie et le temps de faire le travail dans les règles. Ils comptaient déterrer le fort et passer sur ce qu'il en resterait. Les Chinois sont venus à Thuyen Quang comme à un problème de génie et de patience, certains que le nombre et les sapes régleraient l'affaire. 12 000 réguliers et les pavillons noirs derrière eux, contre quelques centaines d'hommes derrière un mur bâti pour des milliers, cela ressemblait à un calcul déjà fait. Ils n'ont pas donné l'assaut à l'aveugle dans les premiers jours. Ils se sont assis autour du fort, ont monté leurs pièces et ont commencé à creuser. Le plan tenait en une phrase: démonter le fort par en dessous et laisser les brèches finir le reste. Le fort était un carré de maçonnerie et de terre battue sur la berge de la rivière Claire, son périmètre tracé pour une garnison bien plus grande que celle de Dominé. Le bambou et la jungle épaisse venaient en presque au pied des murs sur les faces terrestres, ce qui offrait aux assiégeants un couvert pour saper sans être vus. La rivière à l'arrière était la seule ligne ouverte, et les Chinois l'ont vite fermée à tout le monde, sauf à un messager prêt à entrer dans l'eau.
619 hommes devaient couvrir un mur bâti pour des milliers, de jour comme de nuit, sans relève ni réserve digne de ce nom. Le poste comptait hors de toute proportion avec sa taille. Il était posé sur la route fluviale dont les Chinois avaient besoin pour descendre vers le delta, et tant qu'il tenait, il couvrait Ung Hoa et la ligne française sur les rivières en aval. Pour Paris, le fort marquait que le nord avait été pris et serait gardé. Pour les Chinois, c'était une pierre en travers de la gorge, une seule petite garnison qui barrait la route. Les deux camps comprenaient que Tuyen Quang valait une armée, et les Chinois en ont amené une. Les compagnies de la Légion sur ces murs avaient été tirées de toute l'Europe. Des hommes des États allemands, de Suisse, d'Italie, d'Espagne et des Balkans avaient signé sous le drapeau français et pris un nom neuf avec lui, et ils se tenaient là, côte à côte, avec des tirailleurs tonkinois du pays même. Rien de leurs origines ne paraissait sur la ligne de feu. Le mur ne se souciait pas d'où venait un homme. Il se souciait seulement de savoir s'il était dessus quand le prochain assaut montait la pente. De décembre jusque dans la nouvelle année, le blocus s'est resserré. Les lignes chinoises rampaient plus près chaque nuit, sapant vers l'avant, et le feu des fusils par-dessus les murs ne cessait jamais tout à fait. Dominé tenait les deux compagnies de la Légion sur les remparts et plaçait les tirailleurs sur la face fluviale et aux portes. Les vivres baissaient et les munitions étaient regardées en réserve pour les assauts qu'ils savaient venir. Les sapeurs, il les tenait prêts pour la guerre qu'il entendait déjà commencer sous ses pieds. Dominé menait la défense en commandant qui savait le secours à des semaines de là. Il a réglé la rotation pour que le mur ne soit jamais dégarni et il tenait la poudre d'une main serrée pour que la garnison ne se vide pas avant l'arrivée des renforts. Les équipes de réparation rebâtissaient chaque brèche sous le feu, traînant terre et poutres dans les trous pendant que l'assaut suivant se formait. Il passait lui-même d'un point menacé à l'autre, lisant dans le tracé des sapes où viendrait la prochaine mine. La garnison tenait parce que le commandement, au-dessus d'elle, tenait. Les hommes du dedans n'attendaient pas qu'on les déterre. Dominé envoyait des parties par-dessus le mur frapper les sapes là où elles poussaient le plus près, clouer une pièce ou faire crouler une tranchée avant qu'une mine puisse y entrer. Chaque sortie coûtait des hommes que le fort ne pouvait pas remplacer. Et chacune achetait un peu de temps sur le terrain qui comptait le plus. Les Chinois répondaient en creusant plus dur et en amenant plus de terrassiers. Fin janvier, les sapes avaient rampé jusqu'à quelques mètres des fondations. Le 26 janvier 1885, l'armée du Yunnan est montée en pleine force et le siège a changé de forme. La phase méthodique s'est ouverte, les pièces de campagne réglant le tir sur les murs, les sapes rampant vers l'avant, les mines passant sous les fondations. À partir de ce jour, le fort a subi une attaque qui ne s'arrêtait presque jamais, de jour comme de nuit, pendant les 36 jours suivants. L'artillerie travaillait les remparts en haut pendant que les terrassiers travaillaient la terre en bas. Le pire des combats se livrait désormais là où personne sur le mur ne pouvait le voir. Le bombardement ne s'est jamais réglé sur un rythme où les hommes pouvaient se reposer. Les pièces chinoises promenaient leurs tirs sur les remparts le jour, et le feu de harcèlement venait par la nuit, si bien qu'aucune heure sur le mur n'était sûre. La maçonnerie était abattue et rebâtie tant de fois que des pans entiers du rempart étaient plus de terre battue que de pierre. La garnison apprenait le grattement des sapes sous ses pieds et le son plus sourd d'une mine qu'on bourrait, et elle apprenait que les passages silencieux étaient ceux à craindre. Une nuit calme voulait dire d'habitude que les terrassiers touchaient au but. Bobillot avait 8 sapeurs contre un ennemi capable de mettre des centaines de terrassiers en terre d'un coup, alors il combattait les galeries à l'oreille. Ces hommes foncèrent des puits à l'intérieur du fort et poussaient des galeries vers les sapes chinoises, posant des charges pour faire crouler les tunnels ennemis avant que la poudre sous les murs puisse être placée et mise à feu. Le travail se faisait dans le noir, dans un air qui se raréfiait jusqu'à faire vaciller les lampes, avec le bruit des pics d'en face qui montaient à travers l'argile. Sur l'une de ces galeries, les deux équipes de terrassiers ont débouché dans la même portion de tunnel au même instant. Ce qui a suivi s'est passé sous terre, dans le noir, dans un espace trop étroit pour se tenir debout. Les hommes se frappaient à la lame courte et au pistolet collé presque au tissu, sans ligne, sans autre moyen de distinguer l'ami de l'ennemi que le son et le contact. Il n'y avait pas d'ordre là-dedans, seulement le travail de dégager le tunnel, un homme à la fois. Les Français ont tenu la galerie, puis l'ont fait crouler derrière eux et sont remontés dans le fort. En surface, les assauts n'avaient pas faibli pendant qu'ils étaient en bas. Quand une mine ouvrait une brèche en plein jour,
Les Chinois lançaient l'infanterie droit dans les décombres, tambours et gongs la poussant. 7 fois distinctes, au cœur de ces semaines, une brèche a été enlevée en force, et 7 fois les hommes dessus ont rejeté l'attaque au bas de la pente. Les légionnaires recevaient la ruée au feu des gras sur le terrain découvert, et à la baïonnette une fois les Chinois sur la pierre, et entre les vagues, ils bourraient le trou de terre, de poutres et de tout ce qui ralentirait la montée suivante. Les tirailleurs tonkinois tenaient leur propre secteur aux mêmes conditions dures. Chaque brèche colmatée ne durait que jusqu'à ce que la mine suivante la rouvre. La plus grande brèche est venue quand une mine sous la face nord a fait tomber un long pan de mur et laissé une pente de décombres qu'une colonne pouvait gravir à 4 et 5 hommes de front. L'infanterie du Yunnan y est montée droit, à découvert, son feu maintenant les défenseurs bas, et un moment le combat s'est livré à bout portant sur la pierre brisée. Les légionnaires tenaient la lèvre du trou au fusil et à la baïonnette et refusaient d'en être repoussés. Quand l'assaut a fini par redescendre la pente, la brèche était de nouveau à eux. Les équipes de réparation y grimpèrent déjà avant que la poussière ne retombe. Les conditions à l'intérieur des murs usaient la garnison autant que les assauts. Coupée de tout ravitaillement, la ration fondait semaine après semaine, et la maladie passait parmi des hommes qu'on ne pouvait pas tirer du mur assez longtemps pour qu'ils se rétablissent. Les blessés remplissaient les bâtiments intérieurs, sans colonnes de chirurgiens en route et sans moyen de les renvoyer par la rivière. La poudre et les cartouches étaient comptées contre la prochaine brèche attendue et distribuées à la caisse. Les hommes dormaient à leur poste de tir parce qu'il n'y avait plus d'arrière où se replier. À la mi-février, le périmètre avait été ramené à ce que les survivants pouvaient physiquement tenir. Les sabres chinoises avaient atteint le pied des murs en plusieurs endroits et les mines partaient de plus en plus rapprochées. La garnison de Dominé avait arrêté 7 assauts et manquait de tout sauf de la volonté de continuer. Puis, le 25 février, un messager seul a franchi l'anneau chinois et est entré dans le fort, passé par le seul défaut que les lignes ennemies laissaient encore. Il portait la nouvelle qu'une colonne de secours était sur la route. Le général Brière de l'Isle, qui commandait au Tonkin, avait rassemblé une force dans le delta et la faisait marcher vers le nord pour lever le siège. La colonne montait depuis le delta du fleuve Rouge à plusieurs jours de marche en aval et chaque journée la rapprochait sans rien garantir. Pour les hommes sur les murs, le message voulait dire que la colonne existait et venait vers eux. Il ne voulait pas dire qu'elle arriverait avant la prochaine mine, ni qu'elle pourrait passer du tout. Entre la colonne et le fort se tenait l'armée chinoise, retranchée et attendant sur la ligne de marche. Le secours devrait se battre pour les derniers kilomètres de la vallée. Brière de l'Isle ne pouvait pas se porter sur le fort tant qu'il n'avait pas une brigade à détacher. Sa force avait mené sa propre dure campagne à l'est, et c'est seulement après l'affaire de Langson qu'il a pu tourner une colonne vers le nord, vers la rivière Claire. Voilà pourquoi le secours est venu quand il est venu, et pas plus tôt. Les hommes dans le fort n'avaient aucun moyen de connaître le détail de tout cela. Ils savaient seulement qu'une colonne avait été promise, et que les mines partaient toujours. La marche elle-même s'est faite en remontant la vallée de la rivière Claire, étape par étape, à travers un pays que les Chinois tenaient encore par endroits. Chaque kilomètre gagné rapprochait la colonne du fort et l'éloignait de ses propres lignes de ravitaillement. Les hommes savaient qu'au bout de la vallée, les attendait une garnison qui tenait peut-être encore ou qui avait peut-être déjà cédé. Ils ne le sauraient qu'en arrivant à portée du dernier verrou chinois. Ce verrou, ils allaient le trouver à Ohamok. L'élément de tête était la première brigade du général Giovanni Nelli qui remontait la rivière Claire vers Tuyen Quang. À quelques kilomètres du fort, les Chinois avaient jeté une position de barrage en travers de la route, à Ohamok. Ils avaient taillé des terrassements et des tranchées dans un terrain montant et les avaient placés pour briser toute colonne qui remonterait le fond de la vallée. Le bambou et les hauteurs verrouillaient la vallée de part et d'autre et le fond resserré canalisait la marche droit sous les tranchées chinoises. Sur ce terrain, il n'y avait pas de contournement. La brigade devrait prendre Ohamok de front. Le 2 mars 1885, Giovanni Nelli a lancé ses hommes. L'attaque montait des pentes découvertes dans le feu rapproché d'une infanterie retranchée et elle a été emportée à la baïonnette. Ohamok a été l'action la plus dure de tout le secours. La brigade y a perdu 76 hommes avec 408 autres blessés pour prendre cette seule position. Plus d'hommes sont tombés à forcer la route de Tuyen Quang en cette seule journée que la garnison entière n'en avait perdu pendant tout le siège. Le 3 mars, la colonne est arrivée au fort et le siège s'est rompu. Les Chinois ont décroché de leur ligne et le feu s'est éteint en travers de la rivière.
La garnison avait tenu toute la durée, et le fort restait aux mains françaises. Des 619 qu'il avait à recommencer, une cinquantaine étaient tombés et près de 200 étaient blessés. L'armée qui les avait cernés avait payé bien plus cher, car sur le siège et Ohamok, réunis, les Chinois et les pavillons noirs avaient laissé près de 1000 hommes tombés et quelques 2000 blessés. Le lendemain du secours, le 4 mars, Brière de l'Isle a adressé à toute sa force un ordre du jour sur la défense de Thuyen Quang. Il y posait simplement ce que la garnison avait fait et le tenait devant le reste de l'armée comme la mesure à atteindre. L'ordre a couru devant les colonnes, a été imprimé et lu à travers la France, et le petit fort sur la rivière Claire est devenu un nom que les gens au pays connaissaient par cœur. 400 hommes de la Légion et quelques centaines de tirailleurs tonkinois avaient tenu un poste de frontière contre une armée pendant 36 jours d'assaut. La Légion portait déjà une date dans ses eaux, Cameroun, où une compagnie s'était battue jusqu'au bout au Mexique 2 décennies plus tôt et avait été perdue là où elle se tenait. Thuyen Quang lui en a donné une seconde, et celle-ci avait fini de l'autre manière. La garnison n'avait pas été submergée. Elle avait encaissé tout ce qu'une armée pouvait jeter contre une position fixe pendant plus d'un mois et brisé 7 assauts sur les brèches, et elle se tenait encore sur son mur quand le secours est monté. La Légion a pris la date dans son histoire et l'a gardée depuis. La guerre a couru quelques mois encore au-delà du siège avant qu'un traité ne la ferme et ne fixe la frontière, laissant le Tonkin sous contrôle français. Les combats se sont portés ailleurs et la rivière Claire est redevenue calme. Le fort est resté où il avait toujours été, un petit carré fortifié sur la berge de l'eau. Les hommes qui pouvaient encore marcher sont redescendus vers le delta, et les blessés ont suivi quand la rivière l'a permis. Le nom, lui, avait déjà voyagé bien au-delà du poste. Jules Bobillot, le sergent qui avait combattu les contremines dans le noir, a été emporté de Thuyen Quang avec les blessures prises sous terre. Il ne s'en est pas relevé. Les coups reçus dans les galeries, là où il s'était battu à la lampe contre des terrassiers qu'il entendait sans les voir, ne lui ont pas laissé le temps de voir ce que son nom deviendrait. Il s'est éteint en quelques semaines, à l'hôpital de Hanoï, avant qu'aucun navire ne puisse le ramener au pays. En France, son nom a été repris aussitôt, et des rues ont été baptisées du nom du sapeur de Thuyen Quang, dans ville après ville, dont la plupart où il n'avait jamais mis les pieds. 140 ans plus tard, en 2025, la Légion marquait encore la date. Le fort est là où il a toujours été, un petit carré fortifié sur la berge de la rivière Claire, loin en amont du moindre endroit d'où un secours pouvait venir vite. La rivière coule toujours au pied des murs, lente et brune, comme au matin où la première mine est partie. C'est le même sol que 400 hommes de la Légion et leurs camarades tonkinois ont tenu contre une armée qui les dépassait d'au moins 30 contre 1 à travers 36 jours d'assaut sans le rendre.